Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle version du Fenech Security Talk. Donc, je vais avoir l'honneur de co-animer avec mon ami Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour Mickaël. Et bonjour à notre invité, donc bonjour. Benoît Cristal, qui est grand reporter pour TF1 et LCI, ancien correspondant à Jérusalem, et puis grand reporter sur les théâtres d'opérations tels que l'Irak, les révolutions arabes, la Syrie, et aussi vous avez couvert les opérations aussi autour de minorités kurdes et chrétiennes là-dessus. Vous avez sorti là depuis le 1er septembre, donc L'homme qui riait sous les bombes. Le voici, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Donc c'est sorti le 1er septembre, bravo à vous. Merci. Et avec vous, nous allons parler de la sécurité, de comment votre organisation, de votre propre sécurité en tant que grand reporter, en quoi consiste le métier, comment on peut se sécuriser, puis votre vision aussi de la sécurité publique, privée, de la France, notamment de l'État français avec le ministère des Affaires étrangères sur le théâtre d'opérations telles que l'Irak. Voilà. Alors je vais laisser Georges lancer la première opération. C'est important d'abord de demander à Benoît Cristal pourquoi il a écrit ce livre, qui est tout à fait passionnant, sous la forme romanesque, pour rendre hommage à un certain Bakhtiar. Oui, alors Bakhtiar, c'est lui, c'est l'homme qui riait sous les bombes. Il était ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un traducteur, un guide, et c'est celui qui nous accompagne toujours sur le terrain de guerre et qui nous ouvre les portes. Alors la première porte à ouvrir, c'est le checkpoint, et la deuxième, c'est le front lui-même, la troisième, c'est d'aller plus loin sur le front. C'est celui, pourquoi je l'ai écrit, tout simplement parce que c'est celui entre qui on remet notre vie, on met notre vie entre ses mains. Et Bakhtiar, c'était un grand ami à moi, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Malheureusement, il est mort et il a été tué par une mine à Mossoul en 2017. J'étais avec lui un quart d'heure avant l'accident, j'étais avec lui au téléphone. J'étais en Syrie à ce moment-là. Et je voulais lui rendre hommage parce que non seulement c'est quelqu'un qui a compté pour moi, mais aussi je pense que c'était un exemple d'un homme qui avait des convictions anti-islamistes pour la laïcité dans le monde arabe. Et c'était très important pour moi de lui rendre hommage. Sous la forme romanesque. Tout à fait. Oui. Oui, parce qu'il y a des événements auxquels je n'ai pas assisté. Il y a certaines batailles auxquelles je n'étais pas, où je suis arrivé plus tard. En général, parfois on arrive après la bataille, justement pour voir, pour aller recueillir les preuves de ce qui s'est passé pendant l'occupation de certaines régions par Daesh. Et puis parce que le roman, ça permettait de rendre la lecture plus facile. Donc, ayant écrit un roman, Benoît Cristal, vous êtes grand reporter de guerre, on peut dire qu'il s'inscrit dans la très grande lignée des très grands romanciers, reporters de guerre. Moi, pour vous souvenir un petit peu quelques noms, Joseph Kessel, qui fut correspondant de guerre et grand romancier, Ernest Hemingway, George Orwell, Albert Londres, bien sûr, qui a donné son nom au prix. J'aimerais être à la hauteur, parce que là... Mais ça viendra. Olivier Todd, en Italie, Malaparte aussi, qui était un correspondant de guerre, Saint-Exupéry, qui était aussi tout à fait. Et puis des femmes, beaucoup de femmes, Martha Guélhomme, et celle d'aujourd'hui, Naïta Nakad, Patricia Lémonière, qui ont été formidables aussi, Marine Jacquemin, Lise Romboudou, vous voyez, les femmes aussi qui sont très courageuses. Et c'est fascinant ce métier de grand reporter de guerre. On a du mal à comprendre comment vous travaillez et d'abord comment vous assurez vous-même d'abord votre propre sécurité. La sécurité, on va dire qu'elle est d'abord dans le choix. Parce que si vous permettez, je vous interromps. Bien sûr. Juste une seconde, je voudrais rappeler à ce stade il y a la mémoire de Patrick Bourard. Bien sûr, il y a des morts dans ce métier. De TF1, qui est mort écrasé par un char au Koweït. Tout le monde se souvient de la décapitation de James Foley, journaliste, ou l'assassinat de Anna Politkovskaya également. Donc il y a des véritables risques. Sans compter tous les blessés et grands blessés. Déjà, on l'envisage, cet accident, avant de partir. Il y a les accidents des mines, il y a l'enlèvement, il y a un accident sur le front, donc on l'envisage. Et pour éviter tout cela, la première sécurité qu'on prend, c'est évidemment celle du fixeur, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire prendre quelqu'un de sérieux qui va être capable de nous dire, qui va être capable de nous dire non à un certain moment, qui va nous dire non, tu veux aller dans ce village-là qui est en face, moi je te déconseille très fortement d'y aller.
Et comment vous le trouvez, ce fixeur ? Alors ça, c'est toujours c'est une sorte de communauté internationale du journalisme. C'est assez sympa, c'est assez naturel. Il y a une sorte de solidarité entre grands reporters. Donc, comme on n'est pas très nombreux, on peut se permettre d'appeler un reporter américain qui vient de faire une mission en Afghanistan et lui demander avec qui tu as bossé, est-ce que tu as trouvé des gens fiables et avec qui tu me déconseilles de travailler aussi, hein, évidemment. On pose la question. C'est combien cette communauté de grands reporters à peu près C'est difficile de donner un chiffre, mais je pense que une fourchette, là, si on peut considérer qu'on était tous en Irak à un moment où à chaque grand événement on se retrouve, comme en Ukraine, enfin voilà, on se compte, on va dire qu'on est entre 50 et 75, quoi. On s'identifie assez vite, quoi. Bon, peut-être qu'on peut monter à 100 dans certains cas, mais c'est vrai qu'on se connaît assez vite. Donc la sécurité, elle est d'abord liée à cette personne. Ensuite, on va toujours avec un gilet pare-balles. Qui est fourni par qui ? Qui est fourni par notre employeur, ou bien il y a des sociétés de sécurité qui les louent aux jeunes journalistes, ou alors parfois même des ONG qui les louent gratuitement, entre guillemets, aux jeunes journalistes pigistes qui n'ont pas les moyens. Et puis, la règle, évidemment, il y a des règles à respecter. On le porte toujours. Quand on est dans parce qu'on se croit à l'abri dans une voiture, mais il peut y avoir des éclats d'obus, il peut y avoir une mine. Donc, le gilet pare-balles et le casque servent aussi à se protéger de ces projectiles-là. Et puis, il peut arriver parfois aussi qu'il y ait des agents de sécurité qui nous accompagnent. Alors, c'est très rare. Des agents de sécurité privés, alors. Des agents de sécurité privés, c'est très rare. Et c'est plus de ça, ça concerne plutôt le monde anglo-saxon. Il y a une grande différence entre les francophones et les anglo-saxons. Moi, quand je croise des équipes américaines sur le front, ils ont toujours un agent de sécurité privé avec eux. Qui est souvent un ancien militaire, qui a les renseignements, qui sait où est-ce que les affrontements. Et cet agent de sécurité privé, il est financé par qui ? Par l'État américain ou anglo-saxon ? Par l'entreprise, par les médias ? Par l'entreprise, voilà. Ouais. Donc ça, c'est le modèle anglo-saxon. Ils ont avec eux. Alors parfois, c'est sans doute pour ça que les Français n'ont pas adopté ce système-là, parce que ça les rend un peu moins mobiles. C'est pas que l'agent de sécurité va nous empêcher de travailler, pas du tout, mais c'est quand il faut monter dans un petit véhicule d'une rébellion syrienne où on tiendra qu'à 3 ou 4, l'agent de sécurité, on va pas savoir qu'en faire. En France, nous, on a pris un modèle où la chaîne, où la rédaction fait confiance au rédacteur, au journaliste qui est sur place pour juger lui-même avec son fixeur. Il y a un système qui est alternatif, qui est entre les deux systèmes, c'est celui qu'a choisi France 24. Eux, ils ont un référent sécurité dans leur chaîne, un ancien militaire, qui suit tout le parcours de l'équipe et qui est capable... À distance. Et avant de partir, il y a un brief sécurité où on va donner ses objectifs, les lieux de reportage. Comme ça, au moins la personne est au courant. Et puis, souvent, on a un tracker, parce que tous les grands reporters ont un tracker sur eux. Donc, on va décider de le déclencher. Il va suivre le tracker, ce monsieur sécurité. Et il y a même, ça va jusqu'à un point où, si jamais on a des problèmes, parce on peut être pas pris en otage, mais ça c'est déjà produit. C'est déjà produit, mais on peut être retenu de façon très désagréable, parfois soit par des milices, soit par des autorités publiques, par la police ou l'armée. Et là, par exemple, dans ce cas-là, il y a aussi des noms de code à donner à ce monsieur sécurité pour lui dire je suis dans une situation délicate, même si on ne lui dit pas directement. Voilà. Et comment vous signalez quand vous arrivez sur place auprès des belligérants ? Vous avez d'abord une carte presse très visible. Alors évidemment, l'objectif numéro 1, c'est d'être bien identifié comme journaliste. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc on se présente toujours comme journaliste. Et puis, c'est un autre élément de la sécurité. On n'a pas toujours, malheureusement, les moyens économiques, par exemple, de louer des véhicules blindés. C'est très cher. Donc ce qu'on va faire, on va, entre guillemets, se faire prêter un véhicule blindé. C'est-à-dire qu'on va s'intégrer dans un groupe de combat. Donc ça peut être l'armée américaine, et ben dans ce cas ils vont et ça représente un poids pour eux, donc ça veut dire qu'ils ont aussi un budget et pour se prendre en charge les médias, ils vont nous prendre dans un Humvee blindé. Et le chauffeur et l'officier qui seront à l'avant, ça fera que 2 militaires, ils vont s'occuper uniquement c'est 2, 3, 4, parfois je me souviens les Kurdes syriens avaient des véhicules très impressionnants américains où on peut mettre 15 personnes à l'arrière, ils vont prendre 15 journalistes et puis ils vont les emmener jusqu'à un point quand même assez sécurisé du front. Donc dans ce cas on se fait entre guillemets prêter de la sécurité et c'est absolument nécessaire. Moi j'irai jamais dans une ville, notamment la guerre urbaine c'est extrêmement
dangereux. J'irai jamais dans une ville en guerre sans être dans un véhicule blindé, ça c'est certain. Et tout ça, ça se prépare sur le terrain, sur ce moment-là, sur ces convois, où ça s'anticipe un petit peu? On le demande à l'avance au fixeur. Ouais. En général, s'il est sérieux, il l'a déjà envisagé. Après, tout est affaire d'improvisation. Hein, aussi. Parfois, on peut attendre 2 jours avant de rentrer parce qu'il n'y a plus de véhicules disponibles, parce qu'on n'a pas le bon contact, parce que le général qu'on connaissait est parti sur un autre front. Mais le but, c'est quand même de toute façon d'être pris en charge dans un véhicule blindé. Alors ça, c'est sur les théâtres d'opération. Maintenant, vous êtes sur place en Syrie ou en Irak, vous êtes dans un hôtel, vous logez quelque part. Oui. Il faut quand même aussi, j'imagine, il y a pas mal de journalistes dans ces hôtels, vous êtes ensemble, les grands reporters, vous échangez. Oui. Il faut sécuriser ça. Qui sécurise? Comment ça se passe? Alors parce qu'il y a des risques aussi, même si c'est à Bagdad. Tout à fait. Alors quand on est dans tout dépend du lieu. Quand on sait qu'il y a des risques d'attentats et d'enlèvement, on va prendre l'hôtel le plus sécurisé. On va prendre une chambre qui ne donne pas sur la façade. On va préparer un sac, même ça va assez loin. Parfois, on nous dit préparez votre sac pour partir en 10 secondes si jamais il y a une alerte au milieu de la nuit. Donc ça, c'est vraiment dans les cas assez rares, mais qui peuvent arriver, hein, évidemment. Si on sait que tout d'un coup on va devenir une cible pour des milices ou pour des groupes terroristes, on se prépare quand même à ça. En général, ce qu'on fait, moi c'est le choix que je fais, je m'éloigne le plus possible du risque. C'est-à-dire la nuit, c'est le plus dangereux en fait. Oui. Je me souviens d'avoir croisé un jour un grand photographe irakien. Je l'ai croisé à l'entrée de Mossoul, je l'ai retrouvé 24 heures plus tard, il avait de la poussière partout, il tremblait, il avait dormi à Mossoul et un véhicule de Daesh rempli d'explosifs avait détruit le bâtiment dans lequel il dormait, avec des généraux irakiens, donc il s'est retrouvé sous l'empilement de décombres. Donc moi, pour éviter ça, ça m'a servi d'avertissement, cette rencontre. Je dors toujours le plus loin possible des combats, donc quand j'étais à Raqqa, par exemple, on retournait jusqu'à Kobané dormir. Donc ça veut dire 8 heures de jour aller-retour par jour, 8 heures de route. 8 heures de route, c'est le prix de la sécurité. Voilà, tant pis, on travaillera que 4 ou 5 heures sur place, mais au moins on sait qu'on ne sera pas la cible d'une tentative d'enlèvement ou d'un attentat la nuit. C'est important. Et dans ces lieux de résidence, pour revenir, qui sont sécurisés, ils sont sécurisés par qui? C'est l'armée, c'est l'État, il y a la sécurité privée dedans? Alors c'est toujours un mix, hein, c'est un mix entre l'armée locale qui met à disposition, il y a beaucoup aussi des contractants, il y a beaucoup d'entreprises privées qui s'occupent de la sécurité de ces lieux-là. Et notamment, on sait par exemple qu'en Afghanistan, lors du retour des talibans, il y a eu beaucoup d'entreprises privées qui se sont chargées du rapatriement des Français. Donc il y a aussi tout ce secteur privé. Alors moi, en tant que journaliste, j'y fais peu appel. On l'a fait à une époque. Je sais que j'ai pas vécu cette époque, mais par exemple à Bagdad, quand il y avait énormément d'attentats, il fallait engager une entreprise de sécurité privée pour avoir un véhicule blindé, pour avoir une escorte qui parfois on lance des leurres pour voir si on est suivi. Moi, je l'ai pas fait, j'ai pas connu des tensions telles. Ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien fréquenter ce milieu de la sécurité privée. Ça sert c'est une bonne source d'information. Oui, c'est de la veille, de source d'information, de contact, de réseau. Et parfois une source de reportage. C'est très intéressant de voir comment on sécurise des gens qui travaillent dans les mines, des gens qui... Vous l'avez constaté en Irak, en Syrie, cette idée on revient sur l'idée du continuum qui m'est cher, entre là c'est le ministère des Affaires étrangères français, l'armée française et la sécurité privée. Vous avez eu des choses concrètes? On voit très souvent, on est à la frontière entre le public et le privé toujours. Ouais. Moi, je ne sais pas toujours d'ailleurs qui fait quoi. Il faut quand même poser la question. Je vois qu'il y a, surtout évidemment dans les pays en guerre, personne dans le milieu de l'exploitation pétrolière, dans l'industrie minière. Évidemment, hors de question d'envoyer une personne qui n'aura pas une entreprise de sécurité avec elle. Donc je le vois, c'est assez fréquent. Mais alors, avec ce bémol, que quand on est c'est le cas en ce moment par exemple en Irak, quand on est dans un entre-deux, par exemple, je sais que les organisations non gouvernementales ne veulent pas être identifiées comme trop sécurisées, puisqu'il faut qu'elles puissent montrer à la population, on est avec vous, on n'est pas des gens, on n'a pas peur, et il n'y a pas de raison qu'on soit en danger, puisqu'on vient vous aider. Donc même
et parfois c'est là où il y a la bascule, entre guillemets, même des mouvements d'insurrection ne vont pas s'attaquer à nous puisqu'on va leur apporter du soutien humanitaire. Et donc c'est le cas en ce moment en Irak. Mais dès que ça va se tendre, dès que les ONG vont être prises pour cible, elles peuvent engager des entreprises de sécurité. Et c'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure l'idée de la sécurité privée en Afghanistan qui a rapatrié un certain nombre sur les 2000 personnes rapatriées par la France. D'après les chiffres, ça serait 10% à peu près, 10-15% qui ont été rapatriés par la sécurité privée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi, justement, dans les grands médias, on n'entend pas parler de ça que c'est... Oui, parce qu'on a vu un reportage, j'en ai vu plusieurs, dont un exceptionnel, où on voyait effectivement les évacuations, c'était très saisissant d'ailleurs, qui étaient faites... notamment par le service de l'ambassade de France. Tout à fait. Remarquable. Entre l'ambassade et l'aéroport. Et l'aéroport, les militaires français également. Mais on n'a pas dit mot, effectivement, de tous ces agents privés qui, au risque de leur vie aussi, ont participé à ces évacuations, dont vous nous avez parlé à l'instant. Alors, entre guillemets, on est disponible pour faire ces reportages. C'est aussi pourquoi les entreprises de sécurité peuvent nous contacter. Et au contraire, je pense qu'un grand reporter qui cherche des idées sur le terrain sera très content de pouvoir le message, on va le transmettre. On vous mettra en relation par une sécurité avec... Et parfois, on les voit, mais puisque c'est parfois des forces mixtes, notre interlocuteur, c'est les affaires étrangères ou les autorités. Ils ne vont pas nous préciser, tiens, vous avez ici une entreprise qui... Et alors, comme vous devez être mobile, vous expliquez qu'il fallait être capable de partir en quelques secondes. Quelle est votre logistique? Alors, parce que vous êtes à la fois journaliste, preneur de son, caméraman, vous avez quoi comme matériel? Vous n'avez plus les fameux Nagra qu'il y avait autrefois. Alors, on essaye d'être vous avez des Betacam. On essaye d'être le plus léger possible maintenant. Et évidemment, la technologie nous le permet. Donc maintenant, à une époque, on allait sur un terrain de guerre avec une grande Betacam comme ça. Ensuite, on est passé à ce format-là. Et maintenant, on est à ce format-là. On ne va pas tourner avec un portable, mais en tout cas, on prend le matériel le plus petit possible. Et puis, même le montage, c'est allégé. Et puis, si vous avez une valise satellite, ça prend pas plus de... Voilà, c'est la taille d'un A4 maintenant. Donc, oui, le but du jeu, c'est quand même d'être le plus léger possible pour pouvoir... Quand je vous parlais tout à l'heure de monter dans un véhicule blindé, parfois, ce serait dommage qu'on nous dise non, t'as trop de bagages, s'il te plaît, mets-toi sur le côté. Alors là, on a parlé de toutes les précautions à prendre pour éviter tout risque. Et maintenant, si le risque est avéré, c'est une prise d'otage, vous êtes blessé. Vous avez parlé. Bruno, on se souvient des grands reporters. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà entre guillemets un programme, un plan d'action, une gestion de crise entre votre employeur et vous-même et les autorités locales? La chose la plus simple qui s'est développée dans les médias français, c'est les formations. On a une formation, alors moi malheureusement je l'ai faite après avoir été sur les terrains de guerre, mais ça m'a servi tout de même. Il y a une formation avec l'armée française notamment, qui se passe à Collioure, nous c'est celle qu'on a choisie à TF1. C'est une semaine de formation où on nous apprend, il y a une simulation d'enlèvement, on nous apprend à réagir à un stress, parce que c'est quand même un moment de grand stress. On nous apprend justement ces réflexes de choisir une chambre qui ne donne pas sur la façade, d'avoir des bagages prêts à partir, entre guillemets. Tout est aussi évidemment les premiers soins. On a une trousse de premiers soins et je me souviens que effectivement en formation ça m'avait marqué. On nous dit même simplement en formation alors qu'il se passe rien, c'est un peu stressant. Vous avez transpiré, vous avez couru partout, vous êtes mis à l'abri, puis là tout d'un coup le formateur vous dit ton copain vient de se prendre une balle, il faut que tu l'aides. Rien que là en formation c'est stressant. Si je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera jamais. Il faut être capable de faire un point de compression, de faire un bandage et de tirer le 70 kilos d'un caméraman et plus le gilet pare-balles, on arrive à 100 kilos à la fin avec tout le matériel. Des gestes de premier secours. Alors moi, comme j'ai été pompier militaire, j'ai eu très tôt ces formations-là. Mais oui, dans les formations militaires, il y a une partie qui sont les premiers soins parce que c'est nécessaire. Formation sur une prise d'otage, vous êtes formé justement à comment... Alors il y a un an, alors on ne sera jamais prêt, je pense que personne ne sera jamais. Mais par exemple, à la formation de Collioure, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on nous fait rencontrer des anciens otages. On nous demande de ne pas donner leur nom et de ne pas raconter leur histoire, mais au moins ils nous donnent leur expérience, ils nous disent
ou est-ce qu'ils ont pensé avoir fait une erreur avant la prise d'otage ? La plupart disent y a malheureusement le risque zéro n'existe pas, et même avec toutes les sécurités possibles, parfois on se fait avoir. Hein. Et puis ils vous disent qu'est-ce qui est le plus dur dans une prise d'otage, à quel moment faut pas flancher. C'est très, très intéressant. Et évidemment, pendant toute la formation, on pense qu'à une chose, c'est j'espère ne jamais être pris en otage de ma vie. Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, tout naturellement, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous motive finalement pour prendre des tels risques, je dirais? Qu'est-ce qui est le moteur? Comment on devient grand porteur de guerre? C'est pas anodin. On peut rester dans une rédaction. C'est une bonne question. Fait divers ou couvrir. C'est une bonne question. C'est ce que j'ai essayé d'aborder dans ce livre. Vous êtes marié. Tout à fait. J'ai des enfants. Il y a des problèmes peut-être. Votre femme s'inquiète pas de savoir vous allez comme ça sur des théâtres de guerre. Moi, ça m'est arrivé tard. Je trouve ça extraordinaire. Bizarrement, normalement, ça devrait être un métier réservé à des gens très jeunes. Moi, ça m'est arrivé tard parce que j'ai eu une famille avant. C'était pas le moment de partir. Rappelez-nous combien de temps ça fait justement grand reporter? Moi, ça fait, si je date le début de 2011, les révolutions arabes, ça va faire une dizaine d'années. Ça m'est arrivé tard, après 35 ans. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, si vous vous attachez seulement au discours public, ce sera toujours le noble devoir d'informer, aller là où les autres ne vont pas. C'est vrai que ça en fait partie, mais il y a évidemment toute une part de recherche d'adrénaline et je vais pas dire de plaisir parce que ce serait mal placé, mais tout simplement, le reporter de guerre, il le devient parce qu'il a eu une première expérience un jour et il a remarqué qu'il ne se sentait pas mal à l'aise. Donc à partir du moment où il y a des obus qui tombent pas loin et que ça tire et que vous savez vous mettre en protection et vous sentez pas en danger et vous êtes capable de faire votre boulot, après ça devient une seconde nature. Et évidemment une rédaction ça l'intéresse parce qu'elle peut pas envoyer n'importe qui elle peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un qui va se mettre en danger ou qui va être trop stressé. Elle peut pas non plus se permettre d'envoyer quelqu'un qui va être trop sûr de lui-même. Il faut avoir peur quand même pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Donc il y a un mélange à la fois de... Moi, ce qui me motive, c'est de vivre des moments historiques. Moi, je me sens vraiment journaliste quand je vis l'instant de la bascule, l'instant clé où tout va changer. Et c'est ça qui m'intéresse. Et en plus, il y a une certaine... on aime ça aussi. C'est des moments où on vit très, très intensément, en fait. On crée des relations. Tout va très, très vite. Ce qui prendrait 6 mois prend une journée sur un terrain de guerre, évidemment. Vous êtes rentré d'Irak hier. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un peu? Qu'est-ce que vous avez constaté dans ce pays qui a été quand même le théâtre de guerre de Daesh, l'État islamique? On en est où en Irak? Alors je suis allé à Mossoul parce que je voulais vraiment voir, c'est là où mon ami est mort, et j'étais pas retourné depuis sa mort. Je voulais voir où on en était 4 ans après la guerre, comment est-ce que la société irakienne se remet debout. Alors le constat est quand même très mitigé, parce que pour moi, l'origine de Daesh, c'est la mise de côté des sunnites dans la politique irakienne, et on n'a pas beaucoup progressé là-dessus. Il suffit de voir la reconstruction de Mossoul, elle n'a pas été financée par l'État irakien, donc la moitié de la vieille ville est toujours totalement en ruine. Il y a des attentats toujours. Alors, et ça a été la grande surprise. Je savais qu'il y avait des cellules dormantes de Daesh, elles ont toujours été là, mais là elles commencent vraiment, si vous prenez un chiffre simple, c'est 1000 attentats en un an, c'est quand même énorme. Alors c'est des attentats de faible intensité. C'est 3 attentats par jour. Voilà, c'est des attentats de faible intensité, c'est souvent des tentatives qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont plus l'organisation nécessaire. Donc ils se déplacent assez librement dans le désert et dans les campagnes. Ils ont du mal à rentrer dans les centres-villes, mais à ma grande surprise, moi je me suis pas senti en danger. Mais la veille de mon arrivée à Mossoul, il y a eu un attentat contre la police qui n'a pas fait de mort. 3 jours plus tard, il y a eu 5 morts parmi les Peshmerga, les forces kurdes. Il y a des attentats en Syrie, chez les Kurdes. Donc le constat est mitigé. Ils sont sur le retour. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est j'ai interrogé un ancien enfant soldat, donc jeune adulte, qui m'a dit mais Daesh paye des salaires dans les camps de réfugiés, ils attendent l'horreur, et puis quand la situation sera suffisamment déstabilisée pour les populations civiles, ils sauront à quelle porte frapper. C'est à peu près combien de personnes il vous a pas dit ça? Dans le camp, non, il ne voulait pas. Il me disait, moi, je vous le dis, mais
jamais je dénoncerai quelqu'un. J'ai quand même fait partie de leur force et j'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. Mais bon, voilà. Évidemment, c'est évident quand vous avez. Alors, ce qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est les enfants des rues ou les enfants, tout simplement, qui sont orphelins. Malheureusement, on sait très bien qu'il suffira de leur donner $50 un jour pour qu'ils ont été élevés dans la haine d'une communauté, dans le désir de revanche. Donc, c'est voilà, très mitigé. Le constat très mitigé. J'ai vu dans votre livre, à un moment, vous dites j'ai voulu aussi, à travers ce livre, rendre hommage aux survivants du Bataclan. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de Français, moi, je connaissais des gens au Bataclan. J'ai quelqu'un avec qui j'ai fait mes études qui est décédé là-bas. J'ai plusieurs collègues et amis qui y étaient. Et très vite, en discutant avec eux, j'ai remarqué qu'on partageait, et moi, évidemment, à bien plus faible dose qu'eux, on partage ce problème du syndrome post-traumatique, qui est une chose qu'on soupçonne pas beaucoup a priori, mais qui nous revient comme un boomerang. C'est-à-dire que le Bataclan, les terrasses, évidemment, faut pas les oublier, et le Stade de France, c'est des gens qui luttent, qui ont un poids, c'est pas facile. Alors moi, jamais, au grand jamais, je comparerais mon expérience à la leur, puisque eux, c'est quelque chose qui a été totalement subi. Moi, je suis volontaire pour aller sur des terrains de guerre, mais je vois que on en discute toujours après les interviews. On se donne des petits conseils sur la façon de gérer ce qui peuvent parfois être des crises de panique, des crises d'angoisse, parce que quand on a vécu quelque chose d'aussi dur que ce qu'ils ont vécu, ça prend du temps. Et je voulais leur rendre hommage parce que pendant tout le temps où j'ai fait ces reportages en Irak et en Syrie, il y avait en toile de fond ces attentats, évidemment. On n'était pas là par hasard, quoi. En tant que Français, on l'a toujours à l'esprit, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, là, pour finir et peut-être conclure sur l'émission. On a parlé de votre propre sécurité, de votre entourage, etc. Georges l'a un peu effleuré tout à l'heure, c'est aussi votre sécurité presque psychologique, oui. Après de drames dont vous êtes témoin sur ces têtes d'opération. Comment vous rentrez après chez vous, votre femme, vos enfants? Ça a beaucoup évolué. Comment ça se passe, ce soutien-là? Il y a eu à une époque ce qu'on appelait le syndrome de John Wayne. Donc ça voulait dire le cow-boy, quoi. Si je suis pompier, si je suis militaire, si je suis grand reporter, ça veut dire que je suis solide, j'ai pas besoin d'aide. Maintenant, on est revenu là-dessus. On est un peu plus... on essaye d'évoluer, donc il n'y a pas de honte. Au contraire, maintenant, moi, à TF1, on me propose toujours un débriefing avec un psy quand je rentre, parce qu'il faut pouvoir parler, il faut pouvoir, et je pense que dans le milieu de la sécurité, dans le milieu militaire, des ONG, c'est très important, parce que déjà, ça permet de pouvoir s'exprimer, de voir que c'est tout à fait normal, parfois, d'avoir des coups de fatigue, de stress. C'est intéressant de voir que le cerveau essaye toujours de nous cacher la réalité de ce qui se passe, et puis... si on se le cache trop longtemps, un jour, tout d'un coup, on a de la fameuse crise de panique, ça arrive. Donc c'est important de pouvoir parler à un psy ou pouvoir parler à des collègues afin d'évacuer tout ça. Moi, je vous avoue évidemment qu'écrire ce livre, ça m'a permis d'évacuer le traumatisme de la mort d'un ami. Quand vous avez un copain au téléphone... Qui était lui-même journaliste d'ailleurs. Tout à fait, oui, Bakhtiar. Un ficteur, mais qui était lui-même journaliste. Qui avait lui-même ses propres projets, qui avait été blessé notamment en les développant. Quand vous avez un copain, vous êtes au travail, entre guillemets, même si c'est sur un terrain de guerre, je ne vais pas dire qu'on est dans un bureau, mais vous êtes dans le contexte du travail, vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous plaisantez, vous raccrochez, un quart d'heure après, il est mort, c'est un choc. C'est épouvantable. Ouais. Très bien, Benoît. Merci, voilà. Merci à vous. Passionnant. Et admiration. On peut dire vraiment chapeau, quoi. Ouais, voilà. Et merci d'avoir fait ce retour, sur un angle très particulier. On vous retrouvera bien sûr dans l'émission Security Book dans quelques semaines pour aller plus en profondeur ce livre magnifique, sur ce livre publié aux éditions Le Rocher. Voilà, et qui est sorti donc le 1er septembre. On vous invite tous à le lire, à l'acheter. Et encore une fois, on aura le plaisir de recevoir Benoît Cristal dans l'émission Security Book animée par Alexandre Carré dans les semaines qui suivront. Avec grand plaisir. Et merci à vous de ce retour d'expérience. Merci pour votre invitation. Merci à Georges une fois de plus. Bravo à toi. Merci. Je suis très heureux d'avoir rencontré Benoît Cristal dans un salon du livre à Brive où j'ai pu voir à quel point, notamment les jeunes venaient le voir.
pour se poser des tas de questions, comme nous venons de les poser, sur ce métier quand même pas ordinaire de grand reporter de guerre, qui s'inscrit, je le rappelais tout à l'heure, dans une grande lignée de romanciers. Et nous vous réinviterons lorsque vous obtiendrez le prix Albert Londres, bien sûr. Ah, j'ai plus l'âge, c'est avant 40 ans. Ah, c'est avant 40 ans. Ah oui, d'accord. Un autre prix. Mais c'est parce que vous ne les faites pas. Voilà. Bon, merci Benoît. C'était donc le Fennec Security Talk, une nouvelle version. Merci encore une fois Benoît. Et puis alors, bon courage pour la suite. Merci. Et on va vous suivre avec beaucoup d'attention maintenant. Merci beaucoup.